Mesdames et messieurs, auprès ici dans notre auditoire et au loin dans vos maisons, je vous salue bien cordialement pour cette avant-dernière soirée du cours Cosmologie à ciel ouvert, donc ce dialogue entre les astrophysiciens et des théologiens et théologiennes. Le regard sur l'espace nous a accompagnés pendant tout le cycle. Ce soir, nous avons une thématique quelque peu particulière ou plus orientée sur l'être humain. Quelle est la place de l'être humain dans l'univers? Question qui peut paraître dérisoire au vu de ce qu'on est dans l'univers. Je crois qu'on s'en est rendu compte de plus en plus. Mais il y a une phrase de Trinh Xuyen Thuan qui m'a beaucoup frappé quand je l'ai entendu dans une interview. L'homme s'est rapetissé depuis plus d'un siècle, donc avec les découvertes sur l'étendue du cosmos, et pourtant il pense. Et on va revenir à ça. En tout cas, j'ai la grande joie de dialoguer ce soir avec le professeur Trinh Xuyen Thuan, que vous connaissez entre-temps, qui est donc astrophysicien qui est aujourd'hui professeur émérite et qui a enseigné et fait des recherches depuis 1976 à l'Université de Virginie et qui est en quelque sorte aussi à la croisée de plusieurs cultures, puisqu'il est né au Vietnam, il a eu sa scolarité en France et tout son parcours scientifique aux États-Unis. Et donc cela aussi forge la personnalité de ce savant hors du commun, qui est aussi un homme de dialogue à la frontière entre la science et la spiritualité, ce qui est exactement notre propos. Et je profite de ce que j'ai la parole pour faire un petit mot juste de début par rapport à des inquiétudes qui ont pu se faire jour, puisque j'ai eu des courriels dans ce sens. C'est que nous essayons de faire du concordisme entre la science et la théologie. Et j'essaye véritablement ici d'insister sur le fait que ce n'est pas du tout notre but. C'est un dialogue entre des lieux scientifiques ou des lieux universitaires, disons, qui partent de présupposés tout à fait différents, qui ne cherchent en rien à s'épuiser l'un dans l'autre, à se confondre l'un avec l'autre, mais qui cherchent véritablement à dialoguer. Et notre but, c'est plutôt d'élaborer des résonances, de voir en quoi nos quêtes sont parallèles, avec des présupposés différents et des manières de penser différentes. Et je pense que c'est cela qui doit ressortir de nos soirées, et en particulier aujourd'hui, où nous touchons à un sujet qui concerne autant les sciences que la théologie, qui est l'être humain, phénomène étrange. Qu'est-ce que l'être humain vient faire au milieu du cosmos? Et donc, avec cette petite introduction, j'ai donc la grande joie de donner la parole à celui que vous avez déjà entendu, mais de différentes manières et sous différentes facettes, pour cette thématique ce soir, le professeur Trinh Xuyen Thuan. Et grand merci à vous d'être venu exprès pour cette soirée. Merci beaucoup, Thuan. Merci Elisabeth pour cette très belle introduction. Et donc, je vais aujourd'hui parler de la place de l'être humain dans l'univers. Et je vais essayer de vous montrer qu'il y a d'abord, on pensait qu'on était le centre du monde pendant 20 siècles. Et puis en 1543, Nicolas Copernic va déloger la Terre de sa place centrale. Et depuis, l'astrophysique n'a pas cessé de rapetisser l'âme dans l'univers. Alors, notre place dans l'univers, en quelque sorte, géographiquement, et dans l'espace et dans le temps, est infime. Alors, est-ce que nous avons un rôle à jouer? Donc, c'est ce que je vais essayer d'aborder à la fin. Ça échappe à la science, mais puisque, comme Elisabeth vient de le dire, nous voulons réfléchir ensemble sur des questions qui s'éclairent l'une l'autre, mais sans faire du concordisme, mais vraiment échanger, trouver des éclairages complémentaires pour essayer d'avancer, pour comprendre ce qu'est le réel et est-ce qu'il y a
quelque chose, est-ce qu'il y a un sens dans notre existence? Voilà, c'est ce que je vais essayer d'aborder dans cette heure. Donc, je vais commencer par l'univers mythique. De tout temps, dans toutes les civilisations, l'homme a essayé de prêter un visage familier à l'environnement qui l'entoure afin de dissiper son angoisse des espaces infinis. Alors, il y a environ 10 000 ans, je ne vais pas remonter plus loin, avant c'était l'univers magique et l'univers animiste, mais donc il y a environ 10 000 ans, l'univers mythique régnait. Et qu'est-ce que c'est l'univers mythique? L'homme attribuait tout ce qui se passait autour de lui, tous les phénomènes physiques, la foudre, le soleil, la lune, etc., le ciel, tout phénomène matériel était la conséquence des actions de Dieu, des dieux, parce que c'était polythéisme, bien sûr, et de leur haine, de leur guerre, de leur amour, de leur paix, etc. Donc, des exemples d'univers mythiques. Ici, par exemple, vous voyez le ciel représenté. Le ciel, c'est le corps de la belle déesse Nut, ici, vous voyez, parsemé d'étoiles qui sont les bijoux de la déesse Nut. Et puis le soleil, le dit Ra, le disque rouge qui traverse le corps de la belle déesse pendant le jour et revient sous terre pendant la nuit. Et puis enfin, l'univers mythique indien, ici c'est la danse du dieu Shiva et c'est représenté avec des multiples bras agitant un tambourin, qui est la musique de la création. Donc la musique crée l'univers dans une auréole de flammes, ce qui est une intuition assez extraordinaire parce qu'on a vu, n'est-ce pas, que le Big Bang était un état extrêmement dense, très chaud. C'est la théorie actuelle de la naissance de l'univers maintenant. Et le dieu Shiva danse sur la forme prostrée de l'ignorance. Et dans ma partie du monde, ce n'est pas tellement les dieux qui façonnent le monde, mais c'est l'action polaire entre deux forces opposées mais complémentaires, le yin et le yang. Donc ça, c'était l'univers mythique et ça durera jusqu'à environ au VIe siècle. Au VIe siècle, seulement à un endroit, donc en Ionie, qui est aujourd'hui la Grèce, au bord de la Méditerranée, il y a eu une poignée d'hommes extraordinaires qui eurent l'idée que, en fait, l'agencement du monde ne doit pas laisser exclusivement aux dieux, vous voyez, mais l'homme, avec sa raison, pouvait comprendre le monde aussi. Et donc, ils furent en quelque sorte les précurseurs de la méthode scientifique. La science ne se développe vraiment qu'à la Renaissance, mais les Grecs firent un grand pas, un bond en avant en plein univers mythique. Donc, ils vont essayer de comprendre la nature sans recourir à des explications supernaturelles, c'est-à-dire à des dieux, etc. Ils vont travailler ensemble afin de débattre des idées parfois contradictoires. C'est ce qu'ils font toujours maintenant en science ou dans toute autre discipline intellectuelle. Vous savez, c'est toujours le débat qui fait avancer et faire nous approcher du réel. Et puis, ils introduisent une notion très importante qu'il faut observer. Parce que auparavant, les gens discutaient métaphysique sans aucune observation, donc ils débattaient des idées qui n'étaient pas prouvées ou non prouvées par des observations ou par des expériences. Donc, ils jetèrent les bases de la méthode expérimentale qui fera qui atteindra son apogée, bien sûr, au XVIe siècle, et je vais revenir plus tard. Et puis,
ils décrivent la nature, et c'est surtout Pythagore qui lance ça, que la nature par les mathématiques, la nature parle mathématiques, et pour dialoguer avec elle, pour la comprendre, il faut introduire les mathématiques. Voilà, donc en particulier, je vais parler, donc ils se concentrèrent sur la cosmologie, c'est-à-dire la position de la Terre par rapport aux autres races. Ils voyaient bien qu'il y avait des planètes qui bougeaient par rapport aux étoiles fixes. Planète veut dire vagabond, d'ailleurs, et donc ils savaient qu'il y avait d'autres planètes. Et bien sûr, ils observaient le mouvement de la Lune et du Soleil. Et pour la première fois, ils posèrent donc un univers, mais géocentrique. Dont la Terre est au centre. Vous voyez, la Terre est au centre ici. Et cette méprise est bien... on peut comprendre cette méprise parce que quand vous voyez le Soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, on peut se dire que tout le mouvement vient du Soleil, pas du tout de la Terre, comme on le sait maintenant. Vous savez, le lever et le coucher du Soleil, c'est dû à la rotation de la Terre sur elle-même. Et le Soleil n'a rien... le Soleil bouge, mais on ne verra pas dans l'intervalle d'un jour. Donc on peut penser qu'on est le centre du monde, immobile, fixe, et que tout tourne autour de nous. Et en fait, c'est ce modèle que proposa, donc, j'ai écrit leur nom ici, Platon et son étudiant Aristote. Donc ça, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, puis Aristote au 4e siècle. Et donc, Aristote divisait le monde en deux parties. La partie imparfaite, qui est la partie de la Terre, et puis tout ce qui est au-delà de la sphère de la Lune est le ciel, vous voyez. Donc, il ne savait pas pourquoi les planètes ne tombaient pas. On voyait les planètes dans le ciel, mais pourquoi elles tombaient? Donc, il les instruisait dans des sphères cristallines transparentes. Elles doivent être cristal parce qu'on doit les voir, donc elles doivent être transparentes. Vous voyez que donc il y a la sphère de la Lune ici, puis les sphères de toutes les planètes, de Mercure, Vénus, la sphère du Soleil ici, et puis la sphère de Mars, Jupiter et Saturne. Et vous voyez que Uranus et Neptune manquent à l'appel, mais à l'œil nu, on peut seulement observer jusqu'à Saturne. On peut pas. Uranus fut découvert au 19e siècle, au 18e siècle, Neptune au 19e siècle, et puis Pluton, qui n'est plus une planète maintenant, une planète mineure seulement, au 20e siècle. Donc, des sphères cristallines centrées sur la Terre qui est immobile au centre du monde. Donc, le ciel et la terre étaient gouvernés par des lois physiques complètement différentes. Le ciel est le domaine de Dieu, Dieu étant parfait, tout doit être parfait dans le ciel. Donc, quelle est la forme parfaite? C'est la forme du cercle. Quel est le mouvement parfait? C'est le mouvement uniforme. Et voilà. Donc, c'est le modèle géocentrique. Mais vous savez bien maintenant, je viens vous l'expliquer, que ce mouvement est faux, n'est-ce pas? On sait maintenant que nous ne sommes pas au centre du monde. Et donc, tout modèle qui essaie d'expliquer des observations par l'observation doit montrer des discordances. Il ne doit pas être en accord avec les observations, puisque c'est un modèle qui est faux. Parce qu'en fait, le processus de la science, c'est toujours ça. On a des observations, on fait un modèle, et puis un modèle qui prédit, par exemple, les positions futures des planètes, et on compare les positions des planètes aux dates futures avec les calculs du modèle. Et si elles ne concordent pas, ça veut dire que le modèle est faux,
soit on le jette à la poubelle et on recommence, ou soit on modifie, on ajoute des éléments nouveaux au modèle pour faire concorder les observations. C'est ça comment la méthode scientifique moderne opère, et les Grecs avaient déjà le commencement de tout ça. Donc, il y avait des mouvements que les Grecs n'expliquaient pas, comme des mouvements, ce qu'on appelle rétrogrades, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais des mouvements comme dans une partie de sa trajectoire, la planète semble avoir des mouvements qui la font aller en arrière par rapport aux étoiles. Et ça, ça, on le sait maintenant, c'est parce que nous observons le ciel à partir d'un observatoire, la Terre, qui est elle-même en mouvement. Donc, chaque fois qu'elle dépasse, la Terre dépasse les planètes les plus lointaines comme Mars, on voit Mars faire une sorte de pas en arrière. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Et Ptolémée, qui est le plus grand astronome qui suivit Platon, il adopta bien sûr le modèle multisphère de Platon, et il dut introduire des mouvements extra pour expliquer les positions des planètes. Voyons, est-ce que Oui, il introduisit ce qu'on appelle des épicycles, c'est-à-dire, vous voyez, la Terre au centre, et puis, disons, Vénus, le modèle simple, c'est Vénus tourne autour de la Terre, n'est-ce pas? Pas autour du Soleil, mais autour de la Terre. Et puis, mais pour expliquer ces mouvements rétrogrades, il doit introduire ce qu'on appelle une épicycle, c'est-à-dire des cercles dont le centre lui-même décrit un cercle centré sur la Terre. Vous voyez, donc Vénus décrit un cercle ici, et le centre de ce cercle décrit un cercle sur la Terre. Donc on peut ajouter autant d'espécycles qu'on veut pour expliquer les mouvements les plus compliqués. Et donc c'est ce que Ptolémée fit jusqu'au IIe siècle. Son livre, l'Almagès, contenait des positions de planètes qui étaient assez précises pour prédire les mouvements, les positions futures de planètes. Et cela dura pendant 15 siècles. Alors, en 1543, non, mais avant de partir en 1543, je veux aussi parler de tous les événements historiques qui se passèrent après l'apogée de la pensée grecque. La Grèce, comme vous savez, fut annexée par l'Empire romain au IIe siècle, mais l'éclat de la pensée cosmologique diminua, la pensée grecque diminua, parce que les Romains, finalement, étaient de très bons ingénieurs. Ils construisaient des ponts formidables, le pont d'Igare, par exemple, et des aqueducs pour transporter l'eau dans de très, très vastes distances. Mais ils n'étaient pas très intéressés par comment le monde fonctionnait, etc., ce qu'on appelle la cosmologie. Et donc, l'éclat de la pensée grecque diminua, et puis l'Empire romain lui-même fut envahi par les hordes barbares au 5e, au 6e siècle. Et heureusement que tout le savoir grec ne disparut pas complètement de cette invasion, de l'incendie de la bibliothèque de l'Alexandrie, etc., parce que le flambeau de la civilisation fut repris par la civilisation arabe, qui trouva son apogée dans les ans 750 à 1000. Ils sauvèrent les manuscrits grecs et les traduirent en arabe. Quand vint le Moyen-Âge, ces textes grecs en arabe furent retraduits en latin, par les moines. En fait, tout le savoir pendant le Moyen-Âge était dans les monastères, comme vous le savez. C'est ce que
on conservait soigneusement tous ces livres traduits en latin avec le savoir grec dans les monastères, et on pensait même que ces livres, la connaissance pouvait faire du mal à la populace. C'est pourquoi, vous savez, voilà. Si vous avez lu Umberto Eco avec le nom La Rose, vous savez, cette période où l'Église dominait, et donc, mais quand même, ils sauvèrent la pensée grecque parce que tous les textes arabes furent retraduits en latin dans les monastères, et donc, au XIIIe siècle, l'univers mythique, des éléments mythiques ressurgir, en fait, des éléments mythiques qui provenaient de la Bible. Parce que vous voyez, c'était, comme je l'ai dit, tout le savoir était dans les mains de l'Église, des monastères, des moines. Et donc, il fallait, et dans le modèle des Grecs, il n'y avait pas la figure de Dieu qui était prominente, bien sûr, dans la Bible. Et donc, il fallait quelqu'un, un philosophe, qui fit la synthèse des univers aristotéliciens et chrétiens. Et ce fut Thomas d'Aquin, donc, au XIIIe siècle, vous voyez, qui ajouta Dieu de façon explicite. Dieu, maintenant, résidait dans l'empyrée, au-delà de la sphère primaire des étoiles, entouré d'une armée d'anges, véritables mécaniciens du ciel. Alors, je vous montre une gravure du Moyen-Âge, vous voyez. Vous reprenez le modèle des Grecs avec la Terre au centre. Maintenant, il y a la sphère extérieure des étoiles qui bordait les planètes. Mais vous voyez, il y a l'empyrée au-delà de la sphère des étoiles. Il y a l'empyrée où Dieu trônait ici avec une armée d'anges qui étaient des mécaniciens du ciel. Alors pourquoi des mécaniciens? Parce que c'est eux qui étaient chargés de la marche des planètes. Vous voyez, on pensait que les planètes bougeaient, donc au XIIIe siècle, on pensait que les planètes bougeaient parce que les anges les poussaient. Vous voyez, donc il fallait s'assurer de la marche du monde en quelque sorte par l'intermédiaire des anges sous la commande de Dieu dans l'Empyrée. Alors, ce modèle, avec la présence de Dieu, durera quelques 20 siècles, donc du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 16e siècle après Jésus-Christ. Donc, on ajoutait épicycle pour épicycle. Je pense que Ptolémée, par exemple, a dû ajouter à la fin quelques 27 épicycles, par exemple, pour vraiment expliquer les mouvements des planètes. Mais en science, en général, si vous avez quelque chose qui ne marche pas et que chaque nouvelle observation amène une nouvelle complication, en général, vous vous trompez, vous marchez le mauvais chemin. Parce que, en fait, la science, les lois physiques sont belles et élégantes, et cela veut dire qu'elles sont vraies si elles sont belles et élégantes. Et en fait, Copernic, en 1543, il n'y avait pas de nouvelle observation de planètes qui était beaucoup plus précise que celle qu'utilisait Ptolémée. Mais il se disait que vraiment, c'était très, très compliqué, 27 épicycles, etc. Donc, faire les calculs, faire le modèle était très compliqué. Et la nature, probablement, ne se comportait pas comme ça, que la vérité était plutôt belle et élégante. Voilà, donc, en 1543, il proposa donc un univers, le chanoine polonais Nicolas Copernic, il proposa un modèle héliocentrique maintenant, vous voyez, le Soleil au centre maintenant, les signes des zodiaques ici, avec les sphères cristallines des planètes autour du Soleil maintenant. Et alors, vous voyez, à ce moment-là, on ne badinait pas, bien sûr, avec l'Église. Alors, on peut se demander pourquoi il ne faut pas brûler. Copernic ne faut pas brûler, parce qu'en 1600, il y a un autre
moine dominicain, Giordano Bruno, qui avait l'audacité de proposer qu'il y avait d'autres planètes en dehors de notre système solaire et qu'ils hébergeaient aussi des êtres extraterrestres comme nous sur Terre. Alors, et il fut condamné par l'Inquisition et brûlé en l'an 1600 à la place des Fleurs à Rome, Campo di Formio, je pense. Donc, alors la légende dit que Copernic échappe à ça parce qu'il d'abord, il publia son livre seulement sur son lit de mort. Donc, de toute façon, il allait mourir, l'Église ne pouvait rien faire contre lui. Et puis, son éditeur lui fit signer une préface qui disait qu'il croyait fermement en son cœur que c'était la Terre qui est au centre. Mais pour faire le calcul, il vaut mieux mettre le Soleil au centre. Alors, mais en science, ça ne marche pas comme ça. Vous voulez que ce soit l'un sur l'autre, mais vous ne pouvez pas adopter une position qui adopte les deux. Donc, en tout cas, il sema des germes qui grandirent de plus en plus avec les personnes qui suivirent, comme Tycho Brahe, par exemple, le plus grand astronome expérimental, probablement le père de la méthode expérimentale. Vous voyez, avant de la méthode observationnelle, avant l'invention du télescope, parce qu'il regarde le ciel, là, il pointe vers le ciel, probablement vers Mars, avec ses yeux nus. Vous voyez, il n'y a pas encore le télescope. Il inventa des instruments énormes, comme des quadrants ici, pour avoir des gradations aussi précises que possible. Et il découvrit, par exemple, la supernova de 1772, qui est, on connaît maintenant que cette supernova, c'est une explosion d'une étoile morte qui s'appelle une naine blanche. Et il démontre que c'est dans la région occupée par les sphères célestes des planètes. Donc, ça veut dire que c'est le ciel. Donc, le ciel a changé, oui, parce qu'auparavant, tout changement était attribué à l'atmosphère de la Terre. Je vous ai dit que le ciel étant parfait, il était immuable, il ne pouvait pas changer, parce que tout était parfait déjà. Donc, l'immuabilité aristotelienne. Donc, Tycho Brahe, en découvrant ces supernovas, démontre que l'immuabilité aristotelienne est probablement fausse. Il observe la grande comète de 1577 qui démontre qu'elle a une forme oblique ici, ovale, et ça veut dire qu'elle elle est dans la zone des sphères planétaires, ça veut dire qu'elle doit traverser, vous voyez, les sphères planétaires qui étaient sphériques. Donc, est-ce que ça veut dire que comment une planète peut traverser une sphère en verre? C'est impossible. Donc, de nouveau, ça jetait le doute sur ces sphères cristallines que les gens postulaient. Donc, et puis, de plus en plus, Kepler, qui fut l'assistant de Tycho Brahe, en fait, Tycho Brahe lui avait laissé toutes ces merveilleuses observations, et lui, il découvrait enfin les lois planétaires dans toutes les observations de Tycho Brahe. Alors, il découvre, par exemple, que les orbites sont elliptiques et non circulaires. Vous voyez, donc de nouveau, atteinte à la forme circulaire dans le ciel. Ici, ces planètes sont dans le ciel, mais pourtant, elles ne suivent pas des orbites circulaires. Et le Soleil n'est pas au centre du cercle, mais à l'un des foyers de l'ellipse. Je vais vous montrer peut-être l'ellipse pour ceux qui ne connaissent pas. L'ellipse, c'est une sorte de cercle qui est aplati, vous voyez. Donc, le centre de l'ellipse ici, mais le Soleil doit être à l'un des foyers, soit ici, mais pas au centre. Donc ça, Tycho Brahe, Johannes Kepler démontre, il montre ça, et puis, en fait, ici, c'est une autre représentation, vous voyez, le Soleil qui est sur l'un des foyers et la Terre qui tourne autour du Soleil. Et puis, le mouvement non uniforme aussi, parce que ici, quand la Terre est le plus proche du Soleil, elle accélère, tandis que quand elle est le plus loin du Soleil, elle décélère. Donc, décélération, accélération, accélération. Donc, ce n'est pas un mouvement
de nouveau uniforme que Aristote le pensait. Donc, vous voyez, les bastions aristotéliciens s'écroulaient les uns après les autres. C'était faux et ces grands scientifiques l'ont démontré, Kepler, Tycho Brahe et un troisième, Galilée. Je ne sais pas qui causait ça. Galilée qui fut le premier à braquer un télescope vers le ciel. Vous voyez sa lunette astronomique là, il l'a braqué en 1609 et avec ça, il ne fut pas le découvreur, hein, il ne faut pas l'inventeur du télescope, cet honneur revint à un opticien hollandais. Mais l'opticien ne pensait jamais au ciel, il regardait plutôt sur Terre, ses voisins peut-être, mais pas sur le ciel. Galilée franchit le pas et découvrit monts et merveilles dans le ciel. Vous voyez les taches solaires, les taches du soleil, les cratères, les montagnes sur la Lune, mais surtout deux observations qui le convaincurent que Copernic, le modèle copernicien est correct, que le soleil que tout tourne autour du soleil et pas le contraire. Et donc, par exemple, il découvrit les quatre lunes les plus grosses de Jupiter. Donc, il y a voilà quelque chose qui tourne autour de Jupiter, pas autour de la Terre, vous voyez. Et puis, il découvrit les phases de Vénus, aussi Vénus comme la Lune, quartier Vénus, plein Vénus, etc., nouvelle Vénus, comme la Lune. Et donc, ça peut s'expliquer seulement si Vénus tourne autour du Soleil, pas le contraire, parce que ce sont des effets d'éclairage. Et donc, il clama haut et fort son support pour l'univers héliocentrique de Copernic, bien sûr, et vous savez ce qui lui arriva. L'Inquisition traduit en justice, en quelque sorte. Enfin, il fut traduit devant l'Inquisition et ne voulant pas subir ce qui arriva à Giordano Bruno, il dut dire que tout ce qu'il avait trouvé était faux. Mais cette phrase historique, quand il quitta la salle de procès, vous voyez, pourtant elle tourne. Lui, il était convaincu que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non le contraire. Et donc, Galilée fut résident surveillé jusqu'à sa mort, et ses livres furent mis à l'index des siècles plus tard, 1835, 2 siècles plus tard. Et l'Église catholique reconnut seulement les erreurs de l'Église 350 années plus tard. Donc, Jean-Paul II, je pense, rencontra les descendants de Galilée pour leur présenter les excuses de l'Église, parce que l'Église n'avait pas à critiquer les recherches de Galilée. Voilà, donc le géant qui va clore cette période, c'est Isaac Newton. Parce que vous voyez, les lois planétaires de Kepler a constaté ça seulement à partir des observations. Mais il n'avait pas de théorie physique pour expliquer ça. Pourquoi le mouvement est non uniforme, pourquoi l'orbite est elliptique, et pourquoi plus une planète éloignée du Soleil, plus il met du temps pour accomplir une révolution. En fait, le carré, la période de révolution est proportionnelle au cube de la distance moyenne entre le Soleil et la planète. Donc, Kepler avait trouvé ces lois, mais il n'avait pas de théorie. Et c'est le magicien Newton qui les découvrit en proposant sa théorie de la gravitation universelle. Donc c'est la gravité qui tient les planètes autour du Soleil ou la Lune autour de la Terre. Et cette loi de gravitation, c'est la force gravitationnelle entre deux corps de masse M1 et M2, c'est égal au produit des masses divisé par la distance au carré.
entre qui séparent les deux masses. Donc avec ça, il peut reproduire toutes les lois planétaires de Kepler. Voilà, donc, et unifie le ciel et la terre. Vous voyez, de nouveau, un nouveau bastion aristotélicien qui tombe, parce que c'est la même force de gravité qui explique le mouvement de chute d'une pomme dans le verger sur Terre que le mouvement des planètes dans le ciel autour du Soleil ou le mouvement de la Lune autour de la Terre. Voilà, donc, et donc il retrouve toutes les lois planétaires de Kepler. Voilà, donc au 18 et 19e siècle, l'univers était déterministe et mécanique, c'est-à-dire tout suit la loi de Newton, c'était comme une horloge bien huilée, vous savez. Il suffisait donc de faire partir l'univers, et puis l'univers marche tout seul d'après les lois de la gravitation universelle. Donc Dieu, après avoir créé l'univers, remontait son ressort, assistait de loin à son évolution et n'intervenait plus dans les affaires humaines. Il s'éloignait de plus en plus, si bien qu'un jour, un scientifique français, vous voyez, quand il présenta son ouvrage de la mécanique sans Pierre Simon de Laplace, Napoléon lui reprocha, vous n'avez pas une seule fois mentionné l'hypothèse de Dieu. Et bien sûr, Laplace dit fièrement à ce moment-là, je n'ai pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Parce qu'il suffit que j'ai la force de gravitation universelle. Voilà, donc avec cela maintenant, voyons maintenant, donc premier pas important, donc c'est le modèle copernicien, la Terre est délogée à sa place centrale, maintenant c'est le Soleil qui est au centre. Mais on va voir que le Soleil est une étoile quelconque aussi, c'est pas une étoile spéciale. Et donc, je vais parler brièvement des planètes. Le système solaire, d'abord, Mercure, vous voyez, qui a une température à sa surface de 530 degrés centigrades. Pas d'atmosphère du tout, parce que c'est envolé, avec beaucoup de cratères, bien sûr, vérolés d'impact, des cratères d'impact. Et bien sûr, aucune possibilité de vie comme la connaissance. 530 degrés, vous voyez, c'est pas très facile à vivre. Et puis la prochaine planète, c'est Vénus, c'est tout près. Hein. Tout ça, c'est vraiment près. Si la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 1, la distance entre le Soleil et Mercure, c'est 0,39, 39%. Et puis Vénus, c'est 75%. Vous voyez, donc Vénus est tout près de chez nous. Mais pourtant, la température à sa surface, c'est 450 degrés. Alors encore plus chaude que Mercure, et pourtant elle est plus éloignée du Soleil. Quelqu'un connaît la raison à ça? Il y a un effet... Oui, c'est ça. Il y a un effet de serre terrible là. 90% de la composition de l'atmosphère en CO2, gaz carbonique. Donc pour ceux qui doutent encore du réchauffement global et de l'effet de serre du gaz carbonique, la nature a fait une expérience tout près de chez nous, enfin, sur la planète Vénus. Donc c'est un effet terrible. De nouveau, vous voyez les coulées de lava sur une terre brûlante, aucune possibilité d'héberger la vie. Je parle de Mars. Mars, c'est la 4e planète, qui est donc à 1,5 unités astronomiques, donc maintenant au-delà de la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'eau courante sur la surface de Mars maintenant. Vous voyez, ça c'est des pôles glaciaires. L'eau s'est condensée. Une partie de l'eau d'antan s'est condensée en glace. Mais ce qui est important, c'est que les sondes spatiales qui ont photographié toute la surface de Mars montrent toujours beaucoup de lits de fleuves desséchés. Donc, il y avait de l'eau dans le passé de Mars et qu'il y a de vie, vous voyez. Et donc, ce sera extraordinaire si
nous pouvons détecter des bactéries sur la surface de Mars, soit anciens. On pense qu'il y a l'eau coulée il y a entre 3 et 4 milliards d'années. Le système solaire, l'âge du système solaire étant 5,5 milliards d'années. Donc, il y avait de l'eau dans le passé de Mars, et donc, vous savez, la NASA a lancé un robot qui s'appelle Perseverance, qui vient de se poser sur Mars en février, il y a quelques mois, février, et dont la mission, c'est de rechercher des bactéries, des fossiles vivants, des fossiles. On n'a pas beaucoup trouvé de bactéries vivantes, mais peut-être qu'il y aura des bactéries anciennes, et ça nous renseignera vraiment sur comment la vie a apparu sur Terre aussi. Donc, parce que nous ne savons pas comment des poussières d'étoiles ont pu s'assembler pour donner la vie sur Terre. Donc, et puis les planètes géantes, qui ont encore moins de chances de débarquer la vie, parce qu'il n'y a pas de surface solide. Donc, je vais passer. Donc, au-delà du système solaire, on voyait des étoiles. Donc, il y avait d'autres choses dans le ciel. Et Galilée le voyait déjà ici, vous voyez la Voie lactée, qui est une couche mince d'étoiles ici, quand c'est vu par la tranche comme ça. Et en fait, on sait maintenant, et ça c'était une découverte du 19e siècle, que la Voie lactée, c'est un ensemble de 100 milliards d'étoiles comme le Soleil, tous liés ensemble par la gravité, cette fameuse gravité de Newton, et avec une épaisseur seulement de 1000 années-lumière. Donc vous voyez, c'est 100 fois plus large que épais. C'est un très, 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 très mince disque. Et il y a le bulbe ici, qui contient environ 1 milliard d'étoiles. C'est déjà... Combien c'est 10 ? C'est 15, d'accord. OK, très bien. Merci. Donc si il faut que j'accélère là, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Le Soleil, on pensait que si la Terre n'était pas au centre, le Soleil, notre race, doit être au centre de la Voie lactée. Patatras, l'astrophysique moderne démontre que c'est une simple étoile de banlieue, vous voyez, c'est à 26 000 années-lumière du centre galactique, où il y a un trou noir ici, dans le centre galactique. Et vous voyez, donc ça c'est 100 000 années-lumière. Donc les communications deviennent de plus en plus difficiles. Si E.T. nous appelle ici, vous voyez, d'un bord, et que nous répondons tout de suite, ça fait déjà 200 000 années. Donc les dialogues intersidéraux deviennent vraiment très très difficiles pour communiquer avec E.T. Donc puisque le Soleil n'est pas au centre, est-ce qu'on peut... Donc le Soleil nous entraîne ici dans un cercle comme ça, parce que nous tournons autour du Soleil et le Soleil tourne autour de la Voie lactée, n'est-ce pas? Donc il nous entraîne chaque seconde. Nous traversons 220 km d'espace interstellaire. Alors la question se posait, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, est-ce que l'univers se réduisait à la Voie lactée, à notre galaxie? Alors, de nouveau, certaines personnes pensaient que, puisque c'est notre galaxie, elle doit contenir tout l'univers. Mais d'autres disaient, comme le philosophe Emmanuel Kant, par exemple, disait qu'il y a d'autres univers-îles qui peuplaient l'univers et qui étaient bien au-delà de la Voie lactée. Alors, la dernière fois, je vous ai déjà démontré que, grâce à Hubble, qui mesure donc la distance par les étoiles variables, les céphéides, que cette galaxie est bien au-delà de la Voie lactée. Sa distance est 2 300 000 années, vous voyez, beaucoup plus grande que 100 000 années. Donc, il y a des systèmes extragalactiques au-delà de la Voie lactée. Et je vous ai dit aussi qu'ils emplissent, ce sont des objets de toute beauté, ce qui me font toujours frémir quand je les vois.
à travers un télescope, même après plus de 40 ans de carrière. Des galaxies spirales, des galaxies elliptiques, il y a donc de la forme elliptique ici, et chaque point que vous voyez ici, c'est une étoile, un soleil, donc contenant des centaines de milliards de soleils. Et ça, c'est des galaxies naines qui, je pense, sont les briques de l'univers, et ça, je les étudie moi-même. C'est une photo que j'ai prise avec Hubble. Donc, ces galaxies se répartissent partout, mais la gravité, cette fameuse gravité universelle qui fut inventée par Newton et dont Einstein a fait une grande théorie aussi, la théorie de la relativité en 1915. Donc, avec ça, maintenant, on explique, avec la relativité, on explique tout le mouvement de l'expansion de l'univers et puis aussi les mouvements de ces amas de galaxies. Les galaxies sont ensemble par les amas. Alors, ces amas sont liés par la gravité. Hein. Donc, il y a un amas ici, un amas ici. Alors, l'espace, bien sûr, est en expansion, donc les amas s'éloignent les unes des autres, mais les amas en eux-mêmes ne sont pas en expansion, bien sûr. Elles sont tenues ensemble par la gravité. Voilà, donc les amas de galaxies sur l'échelle de plus en plus grand. Maintenant, c'est des dizaines de millions d'années-lumière, hein, au lieu de 100 000 années-lumière d'une galaxie. Maintenant, on a des échelles, et ça, je vous ai montré ça la dernière fois aussi. Si vous regardez avec Hubble pendant plusieurs jours, vous verrez ce sont des galaxies de toutes. Un petit coin du ciel, vous voyez, comme ça, contient déjà 10 000 galaxies. Et ce sont des tranches d'espace et de temps. Vous voyez, cette galaxie, par exemple, est bien en avant. Donc, elle est beaucoup plus proche de nous parce qu'elle est plus grande. Et donc, on la voit dans sa maturité, dans son adolescence et maturité. Tandis qu'une galaxie qui est un point de lumière seulement, ça veut dire qu'elles sont très, très éloignées. Et donc, ça veut dire que la lumière nous parvient maintenant, elle est partie quand l'univers était très jeune. Donc, on les voit dans les jeunesses, peut-être pendant les premiers milliards d'années. Et donc, j'attends avec beaucoup d'impatience le lancement, vous savez, du Webb, qui est le télescope Webb, Spatial Webb, James Webb, Space Telescope, qui s'appelle JWST, qui sera lancé le 18 décembre, et qui va prendre la suite de Hubble, et qui va regarder si loin, qui va remonter le temps jusqu'au premier milliard d'années après le Big Bang. Et donc, on verra en direct la naissance des premières galaxies, des premières étoiles. Ce sera fabuleux. De nouveau, Webb va révolutionner complètement notre vision de l'univers. Donc, j'attends cela avec beaucoup d'impatience. L'humanité va encore apprendre beaucoup de choses. Donc, voilà, de nouveau des structures de centaines de millions d'années-lumière avec des grandes vitres cosmiques aussi, avec des diamètres de centaines de millions d'années-lumière. Donc, des murs de galaxies, vous voyez, des filaments, tout ça, et je vous ai dit que l'univers observable contient quelques 100 milliards de galaxies, chacune contenant 100 milliards, des centaines de milliards de soleils. Donc, et voilà, donc, tout cela, je pense que je dit tout ça la dernière fois aussi. Alors, rapetissement considérable dans l'espace, n'est-ce pas? Maintenant, parce que je vous ai dit, le système solaire, c'est quelques heures-lumière. On voit un univers. Je me demande si c'est moi qui fais ça ou donc, rapetissement considérable dans l'espace. Alors, rapetissement aussi. L'espace et le temps sont toujours connectés en cosmologie. Parce que l'espace, la distance parcourue, c'est toujours la vitesse de la lumière multipliée par... Je m'excuse, c'est peut-être de votre messagerie. Ah, oui, voilà. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez? C'est bon, il faut relancer maintenant. Il faut relancer juste là.
Oui, d'accord. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà, le calendrier cosmique. Le 14 milliards d'années de l'univers, donc 13,8 milliards d'années, mais ramené à un an. Vous voyez, le Big Bang se produit le 1er janvier et nous sommes maintenant à minuit le 31 décembre. Juste pour vous montrer combien le temps de l'homme dans l'espace est petit. Donc, la formation de la Voie lactée, qui est 1 ou 2 milliards d'années, disons, après le Big Bang, c'est le 1er avril. Formation du système solaire, ça s'est formé il y a 5,5 milliards d'années. Et ça, c'est donc le 9 septembre. La première cellule de vie, on pense maintenant, il y a 3,8 milliards d'années. La première cellule de vie est apparue sur Terre et nous sommes tous les descendants de cette première cellule de vie. Voilà, et donc, les plus vieux fossiles, les 9 octobre, je vais passer, hein, beaucoup plus de temps, les plus vieilles plantes, 12 novembre. Puis toute l'évolution darwinienne, c'est seulement la deuxième moitié du dernier mois de l'année. Vous voyez, les premiers poissons vertébrés seulement arrivent le 19 décembre, les premiers insectes le 21 décembre, les premiers arbres le 23 décembre, les premiers dinosaures le 24 décembre. Les mammifères les premiers mammifères qui sont nos ancêtres les plus directs, 26 décembre, les premiers oiseaux 27 décembre, morts des dinosaures 28 décembre, les pauvres, ils n'ont vécu que le temps de 4 jours, vous voyez. Et vous savez pourquoi les dinosaures ont disparu comme ça? C'est un événement astronomique aussi. C'est un astéroïde qui a percuté la Terre il y a 65 millions d'années. Et ce n'est pas l'impact lui-même qui a tué les dinosaures, mais ça a déclenché ce qu'on appelle un hiver nucléaire, parce que c'est le même phénomène qui va se produire si on jetait beaucoup de bombes nucléaires atomiques sur la Terre. Et parce que des tonnes de poussière sont projetées dans l'espace, ils coupent la lumière du Soleil, la Terre se refroidit, il n'y a plus d'énergie du Soleil, et donc toute la chaîne du vivant, de la nourriture s'interrompt, et donc les premières victimes sont les dinosaures, avec 3/4 des autres espèces vivantes. Les premiers primates, vous voyez, qui sont les plus proches de nous, 29 décembre seulement. Et l'homme, vraiment, prend son essor maintenant seulement 1h30 avant la fin de l'année. Vous voyez, les premiers hommes, il y a quelques millions d'années en Afrique, apparaît en 1h30 avant la fin de l'année. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, l'homme découvre vraiment la transcendance et elle exprime ça en peinture, comme Lascaux par exemple, seulement 1 minute avant la fin de l'année. Donc la civilisation égyptienne avec laquelle j'ai commencé, il y a 10 secondes avant la fin de l'année. Les sages qui nous ont aidés de leur lumière, Bouddha, il y a quoi, 2500 ans, donc c'est 5 secondes avant la fin de l'année. Le Christ, il y a 2000 ans, 4 secondes avant la fin de l'année, et la Renaissance, vous voyez, avec les scientifiques Tycho Brahe, Galilée, etc., seulement une seconde avant la fin de l'année. Mais l'intelligence étant à double tranchant, il a conquis l'espace, il recherche les E.T., je l'ai mentionné, mais l'intelligence étant à double tranchant, il met en danger la Terre en détruisant son ésosphère aussi. Donc voilà, donc vous voyez, vraiment l'homme s'est rapetissé. La Renaissance est une seconde avant la fin de l'année. Ça n'a pas... Je ne sais pas ce qui se passe, voyons. Je vais essayer de... Oui, je pense que c'est le volume qui est mis trop... Mais... Ah. D'accord. OK. Donc, je reviens.
Alors, tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est seulement la matière lumineuse. Encore 5 minutes, d'accord. La matière lumineuse. Or, on sait qu'il y a beaucoup de matière noire et ce qu'on appelle mystérieuse énergie, qui est l'énergie sombre aussi. La matière noire exotique, on a absolument besoin justement parce que c'est la gravité qu'elle exerce qui empêche les galaxies de se disloquer, les amas de galaxies se disloquer. La gravité exercée par les étoiles qu'on voit briller n'est pas suffisante. Il faut vraiment beaucoup de matière noire. Alors on sait que c'est la matière noire exotique, c'est-à-dire qu'il n'est même pas composée de protons et de neutrons et d'électrons, enfin la matière dont nos corps sont composés, parce que à cause de l'hydrogène et l'hélium dont je vous ai parlé la fois dernière. Et puis l'énergie sombre sert à expliquer l'accélération de l'univers. Parce qu'en 1998, les gens pensaient que l'univers était en expansion, mais parce que la gravité est attractive, elle doit décélérer, ralentir l'expansion de l'univers. Or, patatras, c'est le contraire qui se produit. L'univers, au lieu de décélérer, accélère. Donc, il y a quelque chose qui est anti-gravité, et donc on n'est pas, et qu'on appelle, par faute de plus d'informations, l'énergie sombre, et elle est responsable de l'expansion de l'univers. Donc, tout ça, vous voyez, je vais vous donner la proportion. 68%, les observations montrent que c'est 68% d'énergie noire, juste en mesurant l'accélération de l'univers. Et la matière noire exotique, c'est 27%. Et les 100 milliards de galaxies contenant chacune 100 milliards de soleils, ça, c'est seulement 0,5%. La matière lumineuse, c'est 0,5% du contenu de l'univers. Et donc, vous voyez, si vous additionnez 68 plus 27%, ça fait 95%. Donc, on ne connaît pas 95% de l'univers. Ça, je l'ai déjà dit. Et puis, je ne sais pas si quelqu'un devait parler du multivers. Est-ce que ça a été déjà fait? Ah, d'accord. Et donc, je vais passer vite aussi. Donc, auparavant, on pensait que l'univers était seulement notre univers. Mais maintenant, on pense que peut-être il y a une infinité d'univers parallèles au nôtre qu'on appelle un multivers. Alors, il y a plusieurs théories qui le prédisent. Il y a ce qu'on appelle la théorie de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y avait une expansion exponentielle en fonction du temps de l'univers tout au début. Il y a des théories qui disent ça, qui semblent être, mais il n'y a pas d'observation vraiment, mais bon, c'est en général accepté par beaucoup de cosmologues. Donc, vous verrez, nous sommes dans une bulle d'univers, parmi une infinité d'autres univers, dans un méta-univers. Alors, l'univers des brânes aussi, des brânes, ça vient d'une théorie, c'est une contraction de membrane. Ça vient d'une contraction de membranes, et on voit des univers parallèles comme ça, vous voyez, dont les plans rentrent en collision pour déclencher des Big Bang, justement le Big Bang qu'on voit. Et puis il y a aussi la mécanique quantique qui dit que l'univers se divise chaque fois qu'on prend une décision. Vous voyez, vous avez un univers où vous êtes là à m'écouter, un univers où vous êtes allé au cinéma. Donc, et vous-même, vous lisez en chaque exemplaire aussi, à chaque exemplaire de l'univers. Donc il y a des théories qui disent ça. Bon, mais il n'y a aucune observation. C'est ça le problème. Non observable, non falsifiable, ce qui va à l'encontre de la méthode expérimentale de la science que je vais expliquer tout à l'heure. Donc maintenant, passons à la métaphysique. J'ai 5 minutes qui restent, ou je prendrai encore 5 à 10 minutes peut-être. Oui. Oui, d'accord. Et donc, vous voyez, il y a eu des gens qui ont été désenchantés par ce rapetissement de l'homme, de la place de l'homme dans l'univers.
Donc Pascal, qui ne connaissait rien des galaxies, au XVIIe siècle, disait le silence éternel des espaces infinis. Mes frères, Jacques Monod, qui est prix Nobel de biologie français, qui dit « L'homme est perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard ». Et Steven Weinberg, prix Nobel de physique américain, plus on comprend l'univers, plus il nous apparaît dépourvu de sens. Donc l'univers n'a aucun sens, notre existence n'a aucun sens, et tout est hasard. Donc ça c'est la période, une position philosophique possible. Moi, je pense au contraire que, en fait, la cosmologie moderne a réenchanté le monde. L'homme est poussière d'étoiles, donc nous sommes des enfants des étoiles. Je vous ai expliqué tout à l'heure dans une autre conférence que le Big Bang, les 3 premières minutes, ne fabriquait que l'hydrogène et l'hélium. Et donc tous les autres doivent être faits, tous les éléments lourds dont la vie et la conscience ont besoin doivent être faits par des étoiles. Et puis, donc nous sommes les enfants des étoiles. Et l'univers aussi a été réglé de façon extrêmement précise pour l'apparition de la vie et la conscience. Et ça, c'est, par exemple, donc il faut comprendre que les propriétés de l'univers sont déterminées par une quinzaine de constantes physiques, la vitesse de la lumière, l'intensité de 4 forces fondamentales, force et gravité, force électromagnétique, les 2 forces nucléaires fortes et faibles, la masse des particules, masse des électrons, masse des protons, etc. Donc, ça détermine toutes les propriétés de l'univers, ces constantes physiques et les conditions initiales, c'est-à-dire les propriétés dont les faits ont doté l'univers à son berceau, en quelque sorte. Donc, par exemple, le taux d'expansion de l'univers initial, etc. Et on s'est aperçu que tout cela, ça s'est réglé de façon extrêmement précise. Par exemple, la densité, si c'est trop grande, l'univers ne s'effondre pas, s'effondre en Big Crunch, et puis donc il n'y a pas assez de temps pour les étoiles fabriquent des éléments lourds. Si la densité est trop petite, pas d'étoiles et pas de galaxies, et donc pas de vie aussi. La réglage de précision, c'est l'ordre la plus grande précision de constante physique, c'est 10 puissance moins 60. C'est-à-dire, si vous changez un chiffre à la 60e décimale, l'univers bascule, les étoiles ne se forment pas de vie, pas de conscience. Donc, alors, je pense qu'il y a un choix métaphysique ici. Alors, de nouveau, je vous avertis que nous ne sommes pas ici pour faire le concordisme. C'est vraiment un choix personnel. Moi, je vous ai dit que la science peut permettre à la fois le hasard et la nécessité. Et il n'y a pas de solution. La science ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. C'est-à-dire, c'est un éclairage qu'elle nous donne, mais c'est à chacun de nous de faire son pari personnel. La science n'a pas de réponse pour tout le monde. Donc si votre sensibilité pense que tout est hasard, que rien n'a de sens, que notre existence n'a pas de sens, vous pouvez choisir le hasard. Il y a un multivers, mais à ce moment-là, il faut bien sûr un multivers. C'est-à-dire, si vous voulez régler quelque chose à 10 puissance moins 60, il vous faut 10 puissance 60 univers. Donc, après, c'est par hasard, c'est quand vous achetez le gros lot, vous voyez. C'est par hasard que vous touchez quand vous achetez un billet de loterie, c'est par hasard que vous touchez le gros lot. Et ici, c'est la même chose. Si vous préférez l'histoire du multivers, c'est tout à fait OK. Et donc, c'est par hasard que nous sommes ici. Notre existence n'a aucun sens. Mais s'il y a un seul univers, il faut quelque chose qui règle tout ça. Alors, pour moi, je ne l'appelle pas Dieu parce que je suis bouddhiste et donc il n'y a pas de concept de Dieu personnifié, mais c'est un principe créateur qui se manifeste dans les lois de la nature. C'est un principe panthéiste à la Spinoza et Einstein. Et donc, ce principe créateur règle l'univers dès son début pour l'émergence de la vie et conscience. L'univers et notre existence ont un sens.
Alors, bon, je n'ai pas le temps de trop m'attarder là-dessus, mais je vous ai dit déjà que je rejette le hasard parce que l'hypothèse de multivers est non observable, vérifiable. Le rasoir, je souscris au principe du rasoir d'Occam, c'est-à-dire pourquoi créer une infinité d'univers juste pour avoir un qui soit conscient de lui-même. Alors l'univers est beau, harmonieux et tout tend vers l'unité à mesure que la science progresse. Je n'ai pas le temps d'étayer tout ça, mais il y a beauté, harmonie et unité. Donc mon intuition me dit qu'il y a ce principe créateur et donc l'univers a un sens et c'est nous, ou E.T. E.T. il faudra la faire aussi, mais jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes la seule forme de vie et de conscience que nous connaissons. Donc c'est E.T. qui lui donne ce sens en appréciant sa beauté et son harmonie. Ne pas créer donc il ne faut pas créer du non-sens en rendant la Terre invivable et en nous autodétruisant. Donc de nouveau, je précise ce principe créateur qui n'est pas un Dieu personnifié, barbu, etc. C'est un principe panthéiste, je le dis, qui se manifeste dans les lois de la nature. Donc en fait, c'est ce que j'admire, en fait, c'est ce principe créateur qui a réglé les lois de la nature dès les premières fractions du second. Albert Einstein dit « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non à un Dieu concerné par le dessein et les actions des hommes. » Donc ce n'est pas un Dieu qui s'occupe de nos affaires personnelles. Et donc, je terminais encore par, vous voyez bien que c'est mon héros scientifique. La religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender l'idée d'un Dieu existant en personne et éviter le dogme de la théologie. Donc, ce n'est pas un Dieu en personne. Donc, couvrant aussi bien le naturel que le spirituel, la nature et la spiritualité. Elle devra se baser sur un sens religieux né de l'expérience de toutes les choses naturelles et spirituelles, considérées comme un ensemble sensé. Merci. Voilà, nous avons, j'espère, pu régler le problème de ce bruit. Et en fait, donc, je remercie très vivement Trinh Thuan pour tout cet apport et notamment cette possibilité de dialoguer aussi entre science et spiritualité. Donc, du coup, j'ai préparé quelques questions de la théologienne. Je vais réduire mes questions à 2, peut-être, comme ça, vous aurez la possibilité d'intervenir également. En tout cas, je commencerai par quelque chose qui m'a beaucoup fascinée, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai découvert tous les écrits de Trinh Thuan par le cosmos et le lotus. Je suis entrée dans ces réflexions par l'ouvrage Le Cosmos et le Lotus de 2011, où il raconte son propre itinéraire de vie et également ses orientations fondamentales en tant que spécialiste, en tant qu'astrophysicien. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans cet ouvrage, c'est son affirmation centrale que finalement la vie humaine est une vie animée de pensées conscientes et capable de penser le cosmos et ses lois. J'étais très stupéfaite par cela, puisqu'il dit, je cite, cette phrase d'Einstein, « Ce qui est le plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. » Et il ajoute, cette phrase d'Einstein exprime son étonnement devant le fait que l'homme est doué de la capacité de comprendre l'univers. Après tout, nous aurions très bien pu habiter un univers dont l'organisation soit si complexe qu'elle dépasse notre entendement et où nous nous serions contentés de subir les lois naturelles sans avoir la moindre idée de ce qu'elles sont. Et donc, c'est au fond une découverte extraordinaire de ce que Thuan appelle l'intime connexion cosmique entre l'homme et le monde, c'est-à-dire cette adéquation entre la capacité de penser l'univers et la réalité de l'être humain. Et pourtant, il nous a dit qu'on ne connaît pas 95% de l'univers. Mais on peut quand même, mathématiquement, on est capable, enfin, les spécialistes sont capables de
calculer et de comprendre par des lois mathématiques les grandes orientations de l'univers. Alors ma question comme théologienne, c'est évidemment ça qui est fascinant. L'être humain capable de penser l'univers, ça résonne dans ma pensée théologique avec ce que dit la théologie par rapport à la capacité de l'être humain de penser la transcendance, de penser Dieu. Et au fond, penser Dieu, ça veut surtout dire aussi penser la capacité humaine d'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire être humain? Et je me disais, est-ce que nous ne sommes pas les êtres humains une sorte de vaisseau spatial? Enfin, on est dans un vaisseau spatial, la Terre, en voyage à travers le cosmos, dans une grande pouponnière de monde en gestation. Est-ce que nous sommes une expérience qui fait partie de ce monde en gestation, l'expérience de la pensée qui se développe, de la pensée consciente? Est-ce qu'il y a une expérience humaine de la pensée consciente? Et là, je voulais vous demander, Tuan, si dans votre nouveau livre, et je profite de dire le titre de ce nouveau livre, Monde d'ailleurs, sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce que vous pouvez dire un mot? Vous allez revenir pour présenter votre livre au printemps, mais est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot par rapport à cela? Est-ce que ce nouveau livre, Monde d'ailleurs, repense cette question que vous avez déjà amorcée depuis longtemps dans Le Cosmos et le Lotus et ailleurs, sur la capacité de l'être humain de comprendre l'univers, de la vie consciente? S'il y a d'autres mondes et d'autres vies, est-ce qu'on peut imaginer des pensées conscientes? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si je pose la deuxième. Je vais répondre aussi, sinon je vais oublier. Très bien, merci. Oui, très bien. Oui, donc je suis tout à fait avec vos remarques. Je pense que nous avons un sens, c'est ce que j'ai terminé. Notre existence a un sens, et le sens, c'est de comprendre la beauté et l'harmonie de l'univers. Et donc, je dirais aussi que... Bon, je n'ai pas besoin de vous mettre mon... Non, pas du tout. Je pense. Alors, est-ce que je peux... Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. L'univers a un sens et c'est nous qui lui donnons ce sens en appréciant sa beauté et son harmonie. Et quand je dis en appréciant sa beauté et sa harmonie, c'est comprendre les lois, justement, que Newton découvre les lois de gravité, qu'Einstein découvre que le temps et l'espace sont liés ensemble. Tout ça, c'est vraiment... oui, ça donne un sens à l'existence humaine. Et donc... il faut absolument ne pas créer du non-sens en rendant la Terre invivable, en nous autodétruisant. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, et comme vous le dites, c'était pas donné a priori, hein, parce que il peut avoir que les lois sont complètement variées d'un endroit à un autre. Ici, c'est harmonieux. Je m'étonne toujours que les propriétés des électrons ou de la particule de lumière, le photon, que je mesure ici sur notre petite Terre, que je vous ai montré, qui n'est rien du tout, comparent exactement avec les propriétés des électrons et des lumières, des quasars qui sont à 13 milliards d'années-lumière de chez nous, voyez, qui sont les premiers objets de l'univers. Alors, l'univers n'avait pas besoin d'être comme ça, parce qu'il aurait pu être les lois variées d'endroit en endroit, et donc nous n'aurons aucun moyen, d'abord pour communiquer avec E.T., et puis étudier l'univers, parce que nous ne comprendrons rien. Alors, ça peut être aussi tellement difficile, tellement compliqué, que notre esprit de 100 milliards de neurones ne peut pas comprendre cet ordre et cette organisation. Or, c'est juste le cas où c'est pas si facile que ça, parce que les lois sont complexes, mais c'est pas assez complexe pour que nous ne comprenions rien du tout. Donc voilà, donc c'est intéressant. Donc pour moi, nous sommes là pour donner un sens à l'univers, en le comprenant, en lui appréciant sa beauté, sa harmonie. Alors,
j'ai dit, E.T. fera l'affaire aussi, parce que E.T. aussi, s'il le comprend, lui aussi va découvrir les mêmes lois physiques. Ce ne sera pas Newton, mais il comprendra que c'est la gravité qui façonne l'univers. Il mesurera la masse de l'électron, la masse du proton, l'électron des quarks qui font la matière. Enfin, je pense qu'ils vont mesurer les mêmes constantes physiques aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que, si nous entrons en contact un jour avec eux, ce sera très intéressant pour moi de leur demander beaucoup de choses. Quelle est la nature de la matière noire, par exemple? Quelle est la matière... Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus avancés que nous, je pense. Qu'est-ce qui est responsable de l'énergie sombre? Ce sera intéressant de savoir la réponse qu'il va donner. Mais en tout cas, alors le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a E.T. quelque part. Parce que de nouveau, je me base sur le principe copernicien. Je vous ai dit que Copernic nous a dit que la Terre n'est spéciale en aucun cas, n'est-ce pas? Et le Soleil, notre galaxie, tout ça, alors pourquoi la Terre sera la seule à héberger la vie et la conscience pour que quelqu'un comprenne l'univers? Donc, je pense que, suivant le principe copernicien, il doit y avoir d'autres vies sur Terre. Parce que, vous savez, maintenant, on découvre de plus en plus d'exoplanètes. Et il y a 4500 qui sont listés maintenant, mais en extrapolant les statistiques, on pense qu'il y a des centaines de milliards de planètes habitables seulement dans la Voie lactée. Donc, ce sera très, très difficile de penser que la Terre sera la seule planète à héberger la vie et la conscience. Mais il y a un big mais aussi, un grand mais, parce que nous avons essayé de contacter E.T. depuis le début des années 60. Mais jusqu'ici, silence complet. E.T. ne répond pas. Nous ne voyons pas de... Or, s'il y a une société de civilisation extraterrestre qui communiquent entre eux, pas nécessairement avec nous, peut-être qu'ils ne sont pas venus encore nous voir parce nous sommes trop peu évolués, donc ils nous regardent comme dans un zoo cosmique, vous savez, comme nous regardons des chimpanzés dans un zoo, mais ils ne se donnent pas la peine de venir ici. Mais même entre eux, se communiquer, nous aurons dû intercepter des messages radio. Mais jusqu'ici, silence complet. Donc est-ce qu'on doit revenir à la solution que nous sommes les seuls? Ce sera anticopernicien. Ou, réponse encore plus tragique, c'est peut-être que toutes les civilisations qui sont développées jusqu'à certains temps s'autodétruisent par le danger nucléaire ou écologique. Donc ça, c'est très tragique, hein, parce que ça veut dire rien de bon pour nous. Parce que si tous les autres se sont autodétruites, quelle chance nous avons de rester vivants. Donc voilà, sur toutes ces réflexions, je les développe justement dans mon dernier ouvrage, Monde d'ailleurs, si vous êtes plus intéressé à développer ce genre de réflexion. Merci. Oui, nous y reviendrons. J'ai encore une question. Alors, précisément, quand vous-même, comme savant, c'est la notion d'expérimentation et d'expérience. J'ai été très frappée quand Francesco Pepe nous a expliqué ce que signifie voir pour un astrophysicien, qui est tout autant interprété, qui est en fait interprété, et surtout quand j'ai compris que les expérimentations sont surtout possibles et des découvertes sont possibles quand il y a des irrégularités, c'est-à-dire au fond quand il y a des déviations de la lumière ou quand il y a des orbites qui sont pas des orbites telles qu'on les imaginerait et que là voilà, alors que quand il y a des choses inattendues, quand il y a quelque chose de nouveau, l'astrophysicien se dit il y a ici quelque chose à découvrir. Donc on ne part pas en réalité de l'observation, mais on part des effets de quelque chose, si j'ai bien compris, des effets, et on cherche à voir quelle est la raison de cet effet qui est produit sur la lumière ou sur une orbite, et c'est là qu'on peut à ce moment-là aller voir de près. Et donc au fond l'expérimentation se passe
se passe ainsi. Et vous-même, vous avez découvert une galaxie. J'ai vu que vous avez découvert une galaxie dans la Grande Ourse à 59 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette découverte? Donc, par quelle expérience, finalement, on découvre des choses comme ça? Merci de cette très belle question qui me permet de parler un peu de mon propre travail. Mon sujet d'exploration dans l'astrophysique, c'est la formation et l'évolution des galaxies. Donc, je cherche à savoir comment les galaxies naissent de ce Big Bang. Vous savez, les premières galaxies et les premières étoiles, on pense que c'est pendant le premier milliard d'années qui se sont passées. Et je pense que James Webb, le Space Telescope James Webb va préciser ça dans quelques années. Ça va être très excitant. Mais en tout cas, moi, donc, je voulais, et la plupart des cosmologues pensent que les grandes galaxies se construisent de petites galaxies par voie hiérarchique, c'est-à-dire ils s'attirent, les galaxies naines s'attirent les unes les autres par la force de gravité. Vous voyez, elles jouent le rôle principal dans l'univers, hein, ça c'est certain. En s'assemblant, ils deviennent de plus en plus grosses. Et par exemple, la galaxie 1/18 que vous avez mentionnée là, que j'ai étudiée avec Hubble, a seulement un centième de la masse de la Voie lactée et un dixième seulement un dixième ou un vingtième de la taille de la Voie lactée. Donc, de ces petites entités, vous voyez, qui s'assemblent par la gravité pour former des grandes galaxies. Et alors, tout ça se passe, la période principale de la formation de galaxies, je vous ai dit, se passe pendant le premier milliard d'années après le Big Bang. Donc, il faut remonter le temps de 13 milliards d'années. Et donc, c'est difficile. Hein. Il faut les plus grands télescopes pour voir des objets à 13 milliards d'années-lumière. Donc, j'ai essayé de trouver des analogues, mais plus près. Donc, des galaxies bébés, mais qui sont en train de naître maintenant seulement, après 14 milliards d'années. Alors, comment je les trouve? Vous savez, à mesure que leur âge grandit, les galaxies ont de plus en plus de métaux parce qu'il y a des successions d'étoiles successives qui viennent et les étoiles massives successives fabriquent des éléments lourds. Et donc, il n'y a plus d'éléments lourds à mesure que le temps passe. Alors, comment trouver des galaxies jaunes, c'est-à-dire qui n'ont pas fait des étoiles? Il faut trouver des galaxies qui sont très déficients dans le métaux, n'est-ce pas? Il n'y a que l'hydrogène et l'hélium qui ont été faits dans le Big Bang. Et donc, je recherche, mon but de recherche, c'est trouver des objets très peu riches en métaux, déficients en métaux, donc ils n'ont pas fabriqué beaucoup de générations d'étoiles avant maintenant, après 14 milliards d'années. Et donc, 1/18 est cette galaxie, c'est l'une des plus déficientes en métaux qu'on connaît. Et puis, on a pu, avec Hubble, photographier les étoiles individuelles dans cette galaxie et mesurer l'âge. Il y a des techniques pour mesurer l'âge de ces étoiles. Et ces étoiles, en effet, sont très jeunes. Donc, cette galaxie est en train de naître et je l'appelle une galaxie bébé. Voilà. Magnifique métier qui permet de voir naître des galaxies. Voilà. Donc, à vous vos questions. Donc, il y avait ici... Ah bon, peu importe. Et puis ensuite, tout en haut. Voilà. Peut-être, voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. J'avais lu une fois, je ne sais pas, même pas plus dans quelle catégorie de livre c'était. Si c'était Vous avez lu quoi, pardon? J'avais lu une fois dans un livre, mais oui. Je ne sais plus de quelle catégorie il s'agissait de livre. Si c'était un livre scientifique ou plutôt de spiritualité. Ok. Alors, c'était la dimension humaine correspond pratiquement au milieu de la dimension connue la plus petite et des objets les plus petits et puis des objets les plus grands. Et
l'être humain dans sa dimension est au juste milieu. Est-ce que vous avez C'est pas le juste milieu, c'est pas un milieu arithmétique, hein, c'est pas la moyenne de l'un et de l'autre, mais c'est la moyenne géométrique, on dit. Hein, c'est le produit, et puis on prend la racine carrée de ce produit. Et c'est à peu près, l'homme, c'est entre l'atome et les galaxies. C'est à peu près correct. Mais c'est quelque chose que, vous savez, Pascal a dit aussi, nous sommes entre les deux, le réseau pensant qui est l'homme, et entre deux infinis, hein, l'infiniment petit. Il ne connaissait pas les atomes, hein, la mécanique quantique, tout ça, mais bon, il se doutait bien qu'il y avait un infiniment petit, et puis l'infiniment grand, c'est le ciel. Lui, il ne connaissait pas non plus l'existence des galaxies, etc., mais bon, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, parce qu'il avait une intuition extraordinaire. Il y a des choses qui se sont passées ensuite, et qu'on a découvert ensuite. Merci beaucoup. On va prendre une prochaine question, mais c'est vrai qu'il y a des intuitions très anciennes qui ont été confirmées après. C'est fascinant, oui. Voilà, monsieur. Bonsoir et merci pour votre présentation. Le fait que nous n'ayons pas encore capté de message d'E.T. ou que E.T. enverrait à un autre E.T. ne pourrait-il pas être dû au fait que soit la nature de ces messages échappe à notre technologie de perception, ou que simplement E.T. soit trop loin de nous pour que nous puissions le capter? Oui, il y a la question de la technologie, mais bon, nous avons des... c'est vrai que notre technologie ne nous permet pas d'écouter des signaux radio de civilisation très très lointaines. Mais vous voyez, je pense que c'est possible à travers un rayon de dizaines ou même d'une centaine d'années-lumière. Parce que la plus proche étoile, c'est 4,3 années-lumière. Vous voyez, c'est Proxima du Centaure. On sait qu'il y a des planètes autour de ce système d'étoiles aussi. Mais pour l'instant, on a essayé d'écouter, mais on ne sait rien. Donc, il y a le problème de technologie, mais je pense que pour les étoiles les plus proches, on aurait... S'il y a vraiment des civilisations proches de chez nous, on aurait dû les voir, mais pour l'instant, rien. Et puis, bon, mais il y a donc la technologie, mais aussi il y a le problème de savoir où pointer. Vous voyez, je vous ai dit l'étoile Proxima du Centaure, qui a 4,3 années-lumière. Mais donc, on cherche des étoiles du type solaire, vous voyez, qui n'est pas trop chaud, pas trop froid, pour qu'il y ait une planète habitable autour de cette étoile. Donc, il faut pointer vers la bonne étoile, et puis à quelle fréquence écouter. Ça aussi, c'est un problème. Maintenant, la technologie est assez forte pour scanner des fréquences, des millions de fréquences en une seule observation. Mais même des millions de fréquences, est-ce que c'est suffisant? Alors donc il y a des aléas. Hein. Ça, vous avez raison de le mentionner. Mais pour l'instant, moi, je serais bien content si on trouve un jour un signal quelque part de l'espace, que l'espace n'est plus silencieux. Bonjour. En termes de probabilité, vous dites l'existence de l'univers, les lois qui permettent notre existence sont hautement improbables. On comprend ça. Des lois qui permettent l'existence de la vie et la conscience. De la vie humaine complexe sont extrêmement improbables. Le réglage des valeurs est incroyablement précis pour nous permettre d'exister. Exact. Donc, on peut se référer à un principe d'harmonie cosmique qui serait responsable de ce phénomène. C'est ce que je dis, mais dans l'hypothèse d'un seul univers, parce que si vous postulez un multivers... Oui, tout à fait. Oui. Alors, cherche simplement à comparer deux improbabilités, pour être plus précis. Oui. Si le réglage par le hasard de ces valeurs est hautement improbable, est-ce que l'existence d'un principe d'harmonie cosmique n'est pas encore plus improbable?
Parce qu'il faut, il faut le créer. Ou il faut qu'il existe. Il faut qu'il y ait des lois. Il faut qu'il y ait des lois. Comme je vous dis, si l'univers est chaotique, moi, je ne pourrais pas faire mon métier. Non, évidemment que l'univers n'est pas totalement chaotique, sinon on n'existerait pas. Tout à fait. Ça, c'est clair. C'est ça. Mais je pense que c'est plutôt dire qu'il y a un principe d'harmonie cosmique ou, dans une autre version, un grand barbu, c'est un peu esquiver le problème, parce que ça ne fait que le reporter. En fait, on dit, bon, il y a un principe... Oui, qu'est-ce qui a créé le principe? C'est votre question. A dû soit exister depuis toujours, donc il a une probabilité d'existence, soit être créé. Donc il faut toujours chercher l'hypothèse la moins improbable. Et je pense qu'il n'y a pas d'échappatoire. Bon, je ne connais pas votre vie privée, mais je pense que vous n'avez pas créé l'univers vous-même pour voir comment ça marche. Et donc on ne sait pas exactement comment il faut faire pour créer un univers. Donc, bon, on pense que c'est hautement improbable, mais en fait, bon, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas fait l'expérience. Oui, on ne pourra jamais, vous savez, remonter jusqu'au Big Bang. Hein. On essaie de recréer les conditions du Big Bang, le Big Bang qu'on connaît avec le CERN, en accélération de particules. Mais le plus qu'on peut arriver, c'est 1 milliardième, 10 puissance moins 12, c'est-à-dire 1 millième de milliardième de seconde. Donc, c'est pas très loin. Donc, le Big Bang, c'est 10 puissance moins 43 secondes. Ça, c'est le temps de Planck. Vous voyez, Oui, donc, on n'est pas prêt de vraiment comprendre ce qui se passe là. Expérimentalement, c'est difficile. Ça, je suis d'accord. Donc, on essaie de notre mieux pour remonter. Bon, jusqu'ici, vous voyez, je trouve que même en ayant une théorie qui remonte jusqu'à quelques 10 puissance moins 43 secondes, c'est formidable déjà, c'est extraordinaire. Donc c'est là où je dis que l'existence d'un être humain, ou d'un E.T. a un sens, parce que nous donnons un sens en comprenant l'univers. Oui. Bonsoir, merci pour votre présentation. À propos du Big Bang, ma question... Vous êtes où? Je suis là. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous êtes juste dans le... Dans l'axe. Ah oui, dans cette lumière, oui. OK. Mais je suis là, je ne suis pas dans l'univers. Je ne suis pas que dans la lumière. Non, je plaisante. Donc, ma question, c'est, depuis le Big Bang, ce Big Bang, c'est très difficile, en tout cas pour moi, de conceptualiser le temps, qui est tellement long. Mais ma question, c'est, depuis le Big Bang, à part des événements récents comme la disparition des dinosaures que vous avez évoqués, est-ce qu'on peut imaginer que d'autres formes de vie sont apparues il y a bien plus longtemps et auraient été totalement disparues depuis, sans laisser de traces sur notre planète, bon, voire dans d'autres univers? Mais on se dit, mais peut-être qu'il y a déjà eu, il y a 3 milliards d'années, la même histoire que ce qui se passe maintenant, puis elle a disparu et on n'entendra plus jamais parler parce qu'elle a complètement disparu. Ou bien ça, c'est une théorie... Comme vous indiquiez que dans votre tableau de l'évolution de la situation sur la Terre, que les premières cellules de vie, c'était quand même il y a très très longtemps, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a tout d'un coup quelque chose qui s'est développé puis qui a disparu et qui était beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on aurait pu imaginer? Oui, tout à fait. Vous savez, je vous ai dit que notre système solaire s'est formé il y a 5,5 milliards d'années seulement. Et la première cellule de vie, c'est seulement il y a 3,8 milliards d'années. Non, l'âge du système solaire, c'est 4,5 milliards d'années, pardon. Et donc, la première cellule de vie, 3,8 milliards d'années, tout ça, c'est très bien mesuré. Donc, et l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Donc, vous voyez, 13,8 moins 4,5, ça fait quoi? 9,3 milliards d'années. Donc, il y a tout ce long temps de 9,3 milliards d'années où d'autres vies auront pu se développer, d'autres formes de vie et de conscience ont pu se développer. Et c'est pourquoi je dis pourquoi nous ne recevons rien, même interceptons. Donc, si nous n'interceptons pas de messages radio, c'est peut-être qu'ils sont tous autodétruits. Donc, vous voyez que peut-être que toutes ces civilisations avancées se sont autodétruites, ils n'ont pas été assez sages pour préserver leur environnement. Donc, c'est tout à fait
tout à fait possible, la possibilité que vous évoquez. Expériences successives. Une dernière question. Bonjour, merci pour votre exposé. Juste en fait, voilà, je me pose des questions quant au sens que vous donnez au mot sens, parce que je ne vois pas personnellement en quoi il est nécessaire que l'univers ait un sens, si ce n'est celui que nous lui donnons. L'univers en lui-même n'a pas de sens. C'est en notre absence, il serait là ou pas là, ça il y a discussion, mais il n'a pas nécessairement un sens. Nous lui donnons un sens, et donc, tout au moins, nous percevons des choses auxquelles nous donnons un sens. Mais, un atome ou par exemple des sujets plus délicats, comme par exemple la physique quantique, peuvent, à certains moments, on pourrait dire, certains sujets de mécanique quantique, on pourrait dire que ça n'a pas de sens pour nous actuellement, en tout cas ce qu'on peut en comprendre. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais c'est parce que c'est discuter du sens des choses, c'est compliqué, hein, surtout lorsqu'on pense qu'il n'y est pas nécessaire, est-ce qu'il y a un sens? Il faut définir le mot sens. Hein? Oui, je ne voulais pas dire que c'était un pari personnel, hein. Peut-être que je n'étais pas assez clair. Je ne voulais pas imposer la question du sens à tout le monde. Non, non, c'était mon pari personnel, ma sensibilité personnelle, que c'est un sens. Parce que quand je vois la beauté, l'harmonie des objets que je vois dans mon télescope, c'est difficile pour moi de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens, et que nous sommes là par hasard aussi, que rien n'a de sens. Mais c'est mon pari personnel. Si je connais des collègues qui disent qu'ils peuvent très bien faire l'astronomie sans qu'il n'y ait aucun sens. Et donc la question de sens ne se pose pas et même est divorcée peut-être du travail scientifique. Mais pour moi, bon, pour mon existence, mais en tant qu'être humain, c'est un pari personnel, c'est un pari à la Pascal. Voyez. Voilà. Mais c'est pas une conclusion générale pour tout le monde. Ça, c'est loin de moi. C'est selon chacune de nos sensibilités. Est-ce que vous pensez que l'univers a un sens? Est-ce que notre existence a un sens ou non? Mais je connais beaucoup de collègues, beaucoup de scientifiques très, très doués, très réputés, pour qui le sens n'est pas nécessaire. Ouais. Un dernier mot. Oui, le sens, c'est vraiment votre truc. Oui, c'est ça. Et finalement, la mélodie secrète peut être de l'univers, mais surtout de nos théories. Et c'est là qu'est le sens, c'est-à-dire cet Euclide, cette géométrie non euclidienne, ce Euler, ce Lagrange, ce Jacobi, ce Hamilton, c'est une mélodie. Oui, tout à fait. C'est une mélodie qui vaut et qui s'exprime par les mathématiques. Qui vaut le détour. Oui. Et vous avez cité Einstein, on le cite beaucoup, la spiritualité et le cosmique. Ça, c'est une question que j'aimerais, mais on n'aura pas le temps. La spiritualité est l'infiniment petit. C'est-à-dire, c'est l'histoire entre Leibniz et Newton. Newton a utilisé l'infiniment petit sur le plan méthodologique. Leibniz voulait une conceptualisation de l'infiniment petit. Et les surréels, Conway, etc., nous donnent quelque chose de fantastique, une vision totalement différente de la notion d'échelle. Et probablement que la plupart des gros problèmes de la mécanique quantique sont des problèmes d'échelle. C'est-à-dire, on croit pouvoir diviser le temps, avoir une vision atomique du temps, mais probablement que conceptuellement, on n'a pas la bonne vision du temps. Et les problèmes de superposition
vu à une autre échelle, seraient des choses totalement différentes. Pour illustrer la superposition, je donne une toupie qu'on peint en vert et en jaune et qu'on fait tourner, et tout le monde va dire c'est du bleu. C'est une histoire d'échelle. L'infiniment petit et la mélodie secrète à la Wigner. Wigner dit l'étonnante efficacité de la mathématique et la mélodie secrète de nos théories. Et on y est déjà avec... finalement, le sens, c'est notre fantastique imaginaire. Non, ce n'est pas seulement un imaginaire. Il y a des observations quand même. Hein. Il faut que les théories se concordent avec non, ce qui est important, et je suis tout à fait d'accord avec la citation d'Elisabeth, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. C'est ça, vous voyez? Oui, en tout cas... Que la mathématique soit compréhensible, c'est moins incompréhensible. Oui, mais le langage de la nature, les mathématiques, et ça me surprend toujours que les choses qui sortent des équations, vous voyez, mathématiques, sont observées dans l'univers. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'est pas que dans le cerveau humain, c'est aussi oui, en dehors de... Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, je propose que ces considérations, on les garde pour la semaine prochaine, pour poursuivre, puisque notre dernière soirée sera... précisément concernera le sens et ces questions-là. Oui, parce que ce sont les conséquences philosophiques et théologiques jeudi prochain, avec pour la philosophie Guylain Waterloo, pour la théologie Christophe Chalamet et pour l'astrophysique Stéphane Berthet. Donc ce sera la dernière séance. En tout cas, Tuan, vous le reverrez, vous le retrouverez. Donc d'abord, on vous remercie très, très, très vivement pour ce soir, pour cet apport et puis pour toute votre carrière et tout ce que vous apportez. Merci. Et puis, on vous donne rendez-vous au printemps. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.